Peut-être qu'en ce moment, tu te sens fatigué. Genre le matin, quand tu te lèves, tu es déjà fatigué. Tu n'arrives pas à te lever dès que le réveil sonne. Ou que quand tu sors de cours, tu n'en peux juste plus. Moi, je me souviens de moments de ma carrière où j'étais tellement fatiguée en sortant de cours que je n'arrivais même plus à rentrer chez moi. J'étais comme ça en salle des profs et j'essayais de rassembler le courage de rentrer chez moi. Si c'est ton cas, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder la problématique de la fatigue des enseignants de face. On va regarder déjà en quoi c'est un problème d'être fatigué, quelles sont les caractéristiques de la fatigue liée à l'enseignement et enfin comment y remédier. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que oui, la fatigue est un problème. Souvent, on a tellement l'habitude que tout le monde soit fatigué, voire on est fatigué depuis, je sais pas, des années, que c'est rentré dans la norme. Je suis fatigué, mais c'est normal. Voire même dans certains contextes ou certains moments, ça peut même être vu comme quelque chose de positif. Si je suis fatiguée, c'est parce que je travaille beaucoup. Et comme je travaille beaucoup, c'est que je suis un bon professionnel. Quelque part, les bons profs devraient être fatigués. Ça montre que ce sont des bons profs. Cette façon de penser, elle est dangereuse. La fatigue, c'est un problème quand tu enseignes et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que quand on est fatigué, notre cerveau fonctionne moins bien. Il y a un déficit cognitif. Dit de façon plus simple, on devient plus bête quand on est fatigué. Et pas qu'un peu. Quand tu regardes les études, on voit que 1 heure de dette de sommeil, c'est-à-dire si tu repousses ton heure de coucher ne serait-ce que d'1 heure, le lendemain, tu vas avoir des performances qui sont 20% moins bonnes. Donc tu vas être 20% plus bête juste parce que tu t'es couché 1 heure plus tard. Et c'est quand on a ce déficit cognitif qu'on voit apparaître des erreurs, on va commencer à faire des choses un peu bêtes, oublier ses affaires, ce genre de choses. Et au final, ça nous rajoute du travail puisqu'on fait des erreurs. Travail qui va nous demander de travailler plus, donc d'être plus fatigué, et on peut facilement rentrer dans un cercle vicieux comme cela. Deuxième problème lié à la fatigue, c'est que nous sommes dans un métier, en tant qu'enseignant, où on a besoin d'être en relation en permanence avec d'autres êtres humains, qu'on appelle des élèves, et qui ont tendance à nous challenger un peu tout le temps de toutes les façons qu'ils peuvent imaginer. Eux ne sont pas très bien régulés. Ils sont en train d'apprendre à devenir adultes, donc leurs émotions sont parfois un peu n'importe comment. Souvent, ils ont tendance à nous répondre d'une façon qui n'est pas appropriée, etc. Donc, c'est facile de se sentir attaqué. Donc, nous, on a besoin de, en permanence, réguler nos émotions. Et ça, quand on est fatigué, on le fait beaucoup moins bien. Donc, peut-être qu'en ce moment, c'est pas que tes élèves sont chiants, c'est peut-être juste toi qui es fatigué et qui, du coup, arrive moins bien à les supporter. Si ça dure trop longtemps, ça peut même être délétère pour le lien prof-élève, voire agir sur l'estime personnelle des élèves. Au choix, soit ils voient qu'ils t'énervent tout le temps et ils disent mince, j'énerve tout le temps le prof, du coup je dois être pas bien, et donc on joue négativement sur leur estime personnelle à eux. Soit ils vont dire le prof il gueule tout le temps, du coup c'est le prof qui est pas bien, et du coup ils vont déprécier ton travail, et dans les 2 cas l'apprentissage est plus difficile. Troisième raison, c'est que l'homme est un animal social. La majorité des choses qui se passent en classe se transfèrent de façon non verbale. Des fois, tu arrives dans ta classe, tout le monde est calme, tout le monde est serein. Des fois, tu arrives, tout le monde est énervé. C'est pas uniquement lié au contexte, c'est aussi beaucoup lié à la façon dont tu es. Quand on est serein en classe, les neurones miroirs des élèves vont faire qu'ils vont se sentir sereins. Quand tu arrives stressé en classe, les neurones miroirs vont faire que les élèves se sentent sereins. Sans compter qu'en plus, il y a des choses qu'on est en train de voir au niveau des phéromones. Quand on est stressé, on sécrète de la cortisol et cette cortisol se transmet d'humain à humain. Et quand on est fatigué, on a tendance à être plus stressé, plus anxieux, etc. Et donc, par contamination, tes élèves aussi vont être plus stressés, plus anxieux, etc. Et ta classe encore plus difficile à gérer. Avec ça, j'espère que tu vois que c'est important de regarder ce problème de fatigue droit dans les yeux et de faire ce qu'il faut pour y remédier. La première chose à voir, c'est qu'il y a 2 types de fatigue. Il y a la fatigue structurelle, sur le long terme, on va regarder les bases, et la fatigue conjoncturelle, c'est-à-dire qui arrive à certains moments parce que le contexte fait que c'est plus fatigant à ce moment-là. Et là, pour t'expliquer, je vais te faire un petit schéma parce que quand même, je suis prof de physique et puis je trouve toujours qu'on comprend mieux les choses avec un schéma. Et donc, on va regarder comment évolue ta fatigue au cours d'une année scolaire. En ordonnée, je vais mettre ton niveau d'énergie. Quand tu es en haut, c'est que tu es bien, et quand tu es en bas, c'est que tu es fatigué. En abscisse, ici, sur l'axe horizontal, je vais mettre le temps. Ici, c'est septembre et là, c'est fin août. Et on va regarder ensemble comment évolue le niveau d'énergie, donc la fatigue des enseignants durant l'année. Je vais commencer déjà par te montrer ce que j'observe chez la majorité des enseignants. En début d'année, on est reposé. Il y a eu les vacances scolaires. Puis, ça descend. Et puis là, il y a Toussaint. Ça remonte un peu à Toussaint, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, les vacances de Toussaint, c'est court. À partir de la rentrée, ça continue à descendre.
Là, tu as Noël. Et puis ensuite, tu vas avoir ce même chose, ça remonte pendant les vacances, encore moins pendant les vacances de Noël parce qu'il y a toute la famille, les choses à faire, c'est fatigant les vacances de Noël. Donc ça redescend, à février souvent on remonte un peu plus, et à Pâques on remonte un peu plus, ce qui fait que ça descend tout au long de l'année. Et la question c'est que, comment est-ce que tu vas remonter pendant le mois de juillet et d'août? Et la question à te poser c'est est-ce que le niveau où tu arrives là est au-dessus ou en dessous de ce niveau-là? Est-ce que à chaque rentrée tu démarres de plus en plus fatigué? Ou est-ce que les vacances d'été suffisent à remonter ton niveau d'énergie pour commencer l'année en étant reposé? Et si jamais tu arrives sur quelque chose comme ça où ton niveau fin août, donc l'année d'après est là, où du coup tu vas continuer à descendre l'année d'après, etc. et où d'année en année ça descend de plus en plus, il y a un problème structurel. Tu ne vas pas pouvoir enseigner pendant beaucoup d'années parce que chaque année ton niveau d'énergie descend et tu es de plus en plus fatigué. Je vais te montrer maintenant la courbe des enseignants qui s'épanouissent dans l'enseignement, notamment en classe adaptative. Imaginons qu'ils démarrent au même endroit. Ils lancent leur classe, c'est fatigant, voire même plus fatigant en classe adaptative. Ils descendent. À tout ça, ils remontent. Entre Toussaint et Noël, ça reste fatigant, mais un petit peu moins, ce qui fait qu'ils arrivent à peu près au même niveau. Ils remontent, pas plus que les autres pendant les vacances, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'une fois que ta classe est lancée, en fait, on fatigue beaucoup moins, ce qui fait qu'aux petites vacances, on monte petit à petit. À février et à Pâques, on est plus reposé que à Noël. Et du coup, quand on arrive à l'été, on est beaucoup plus haut en niveau d'énergie. Ce qui fait qu'on peut remonter et du coup, on se retrouve au même endroit, voire plus haut que l'année d'avant. Ça va dépendre un petit peu des contextes personnels. Mais ce qu'il faut que tu vois, c'est que en début d'année, c'est normal que ton niveau d'énergie diminue parce que là, il y a ta classe à lancer. Mais une fois que tu arrives à Noël et que tu arrives sur ton système stable, un système stable, ça n'a pas besoin d'énergie pour être maintenu. Et donc, ton niveau d'énergie augmente au fur et à mesure de l'année. Tu es plus haut en juin qu'à Noël. Voire même, moi, il y a des années où je montais suffisamment, ce qui faisait que en juin, j'étais aussi reposée qu'en septembre. Certes, il y a les vacances et je sais que ça va m'aider, mais en fait, j'étais déjà reposée en juin. Je n'avais, si vous voulez, pas besoin des vacances d'été. Si tu as l'impression que les vacances d'été sont indispensables pour toi, c'est qu'il y a probablement un problème structurel. Et ce qui va déterminer si ton problème est profond ou pas trop grave, c'est ton niveau de fatigue au mois de juin, au moment où les cours s'arrêtent. Alors, si tu veux savoir comment faire pour obtenir un système comme ça qui ne t'épuise pas tout au long de l'année, je t'invite à une classe virtuelle gratuite qui te donne les clés pour avoir ce système-là. Donc, pour t'inscrire, c'est tout simple, il y a le lien en description, tu cliques, tu t'inscris, c'est gratuit et je te donnerai les 3 clés qui permettent justement d'avoir ce genre de courbe sur l'année. Pour voir si tu as un problème structurel, il y a 3 choses à regarder. Quel est ton niveau de fatigue en juin par rapport à septembre? Est-ce qu'il est plus bas? Est-ce qu'il est beaucoup plus bas? Quel est ton niveau de fatigue en septembre par rapport au septembre d'avant? Si ça diminue d'année en année, il y a probablement un problème structurel. Et enfin, quel est ton niveau en janvier par rapport à ton niveau en juin? Si ça descend de janvier à juin, c'est qu'il y a un problème structurel. Mais c'est quoi ce problème structurel? À quoi c'est dû? Et surtout, que faire pour y remédier? La première chose à voir, c'est que cette fatigue structurelle, ça peut être le symptôme d'un problème plus profond, notamment au niveau de la santé mentale. Et donc la première chose à faire pour être sûr, c'est de faire le point avec un médecin. Si en plus de ton problème de fatigue, tu as des problèmes d'appétit et des problèmes de sommeil, là je te conseille carrément d'aller en parler avec un psychiatre pour aller voir si derrière cette fatigue structurelle, il n'y a pas un vrai problème de santé qu'il faut soigner avec des professionnels de santé. Rappelle-toi qu'en tant qu'enseignant, nous n'avons pas de médecine du travail, donc c'est à toi de faire attention à ta santé. Deuxième chose à faire pour lutter contre la fatigue structurelle, je sais que c'est simple à dire, mais c'est l'hygiène de vie. Dormir, faire du sport, manger sainement, avoir un rythme de sommeil régulier et qui correspond à tes besoins. Petite astuce, si ta dette de sommeil, tu as l'impression que c'est lié par exemple à un comportement avec le téléphone qui t'empêche de dormir, tu peux déjà ne pas dormir dans la pièce de ton téléphone. Ton téléphone ne rentre jamais dans ta chambre. Et tu peux aussi, astuce toute bête mais qui aide beaucoup, le mettre en noir et blanc. À partir de 20h par exemple, tu bascules ton téléphone en noir et blanc. Tu vas dans les paramètres, tu trouves, c'est facile à faire. Et il a été montré que d'avoir un écran en noir et blanc, ça empêche beaucoup moins de s'endormir qu'un écran en couleur. Juste en enlevant le téléphone de ta chambre et en le mettant en noir et blanc à partir de 20h, il y a moyen que tu récupères pas mal de sommeil. Ta fatigue structurelle, il y a aussi une bonne chance qu'elle soit liée à le fonctionnement de l'institution. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que le système, c'est-à-dire l'éducation nationale ou autre, si tu es en Suisse ou en Belgique, fonctionne en ce moment en sur-régime. Il y a plus de travail à faire que de gens qui peuvent faire le travail. Il y a une énorme crise du recrutement. Comme il y a une crise du recrutement,
le travail à faire reste le même, mais on est moins nombreux à pouvoir le faire. Et donc, on a tendance naturellement à vouloir compenser les manquements du système en travaillant plus, voire en travaillant trop. Et donc, c'est important de réaliser que dans un système en sur-régime, le plus important, c'est de se protéger. Le système en sur-régime nous pousse à travailler trop. Si on le laisse faire, on va juste disparaître. Si on laisse notre niveau d'énergie descendre, la fatigue s'installer de plus en plus, à un moment, le corps humain n'est juste plus capable de fonctionner. C'est le moment où tu vas partir en arrêt de travail, courte ou longue durée. Bref, tu ne seras plus devant les élèves, le système, tu ne seras plus dans le système. Ce qui va faire plus de travail pour ceux qui sont encore là. Je ne suis pas du tout en train de te culpabiliser si tu es arrivé au moment où tu as besoin de partir. Si tu as besoin de partir, fais-le, c'est important. Mais je suis plutôt pour les gens qui en sont avant. L'idée, c'est de ne pas arriver au moment où on n'a pas le choix de partir. Et donc de ne pas laisser la fatigue structurelle s'installer et donc de lutter activement contre ces injonctions de l'institution qui est en sur-régime, qui nous poussent à faire un travail qu'on n'est pas humainement capable de faire. Ce qui peut fatiguer aussi, c'est de se comparer. Ce que je vois des enseignants, souvent, c'est qu'ils ne se comparent pas à la bonne chose. Ah, ce que je fais en classe, c'est pas suffisamment bon. Ah, voilà ce que je voudrais faire. Ah, ce que j'imagine, etc. À quoi tu te compares? Les mauvais points de comparaison, c'est par exemple les collègues. Je vois beaucoup ça chez les enseignants débutants qui disent « Ah, mais mes collègues, ils font ça tellement bien. » Oui, mais tes collègues, ils ont 10 ans d'ancienneté, toi, t'en as 2. C'est normal de ne pas arriver au même niveau. Et même s'ils ont la même ancienneté, ils n'ont pas la même vie. Tu ne sais pas quelle est leur vie de famille, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe chez eux. Si par exemple, toi, dans ta vie, tu as une charge de famille, des enfants ou même juste des parents dont il faut que tu t'en occupes, c'est normal que ton niveau au travail ne soit pas aussi important que des gens qui y ont dédié leur vie depuis 10, 20, 15 ans. Et il y a pire que ça. Des fois, on se compare à des gens qui n'existent pas. On peut se comparer à un prof idéal, par exemple. Celui qui ferait toutes les choses qu'on demande. Quand tu es en train de te dire « Ah, mais j'arrive pas à suivre le BO, j'arrive pas à finir le programme », quelque part, tu es en train de te comparer, puisque tu te sens pas bien, de ne pas être ce prof idéal qui n'existe pas. Arrête de te comparer à quelqu'un qui n'existe pas, puisque c'est pas possible d'arriver à ce niveau-là. Il n'y a que 2 comparaisons qui sont intéressantes. La première, c'est de te comparer avec toi l'année dernière. Est-ce que ce que tu fais cette année, c'est mieux que ce que tu faisais l'année dernière? La deuxième comparaison qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe si toi, tu n'es pas là? Et donc, te comparer au prof qui viendrait si tu n'es pas là. Et donc là, on retrouve l'idée qu'il n'y a pas d'armée de super remplaçants. Si tu n'es pas là, tes élèves vont avoir probablement personne ou quelqu'un qui sera un contractuel qui débute dans l'enseignement. Et donc là, toi, même si tu n'es pas aussi bien que ce que tu voudrais être, eh ben, tu es quand même mieux que ce qui va se passer si jamais tu n'es pas là. Encore une fois, mon but n'est pas du tout de te culpabiliser. Si tu sens que c'est pour toi, le moment de partir, prends cette décision. Mon discours, c'est vraiment de te dire arrête cette comparaison parce que c'est elle qui mène à un endroit où on n'a plus d'autre choix que celui de partir. Dernière chose dont il faut se débarrasser si on veut lutter contre la fatigue structurelle, c'est le syndrome du bon élève. Le bon élève, c'est celui qui fait bien tout ce qu'on lui demande. Je vais le dire une fois, et je le redis beaucoup de fois, en tant qu'enseignant, il n'est pas humainement possible de faire tout ce qu'on te demande. Déjà parce qu'il y a trop de choses. Si tu listais toutes les choses qu'on te demandait de faire correctement, tu serais à 150 heures par semaine. Tu ne peux pas travailler 150 heures par semaine, ce n'est pas possible. La deuxième, c'est qu'il y a des injonctions paradoxales. Des fois, on te demande à la fois de faire A et à la fois de faire non A. Typiquement, on te demande que tes élèves se comportent bien, donc d'avoir une gestion de classe qui fait que les élèves se taisent, écoutent, etc. Mais on te demande aussi à la fois de laisser les élèves parler, de les laisser exprimer leur esprit critique, etc. Tu ne peux pas faire les deux parfaitement. Donc même si tu avais un temps infini, les demandes ne sont pas des choses qu'on peut réussir à faire. Et donc passer du statut d'élève au statut de prof, sortir du syndrome du bon élève pour devenir un bon prof. Ça veut dire réaliser qu'on ne pourra pas tout faire et être capable de poser des limites et faire des choix. Les profs compétents sont ceux qui font les bons choix, pas ceux qui font tout ce qu'on leur demande. Lutter contre la fatigue structurelle, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs années. C'est pas grave si tu n'y arrives pas tout de suite. Ce qui compte, c'est est-ce que par rapport à l'année dernière, tu arrives à être de moins en moins fatigué en agissant sur les leviers que je viens de te donner. Mais même si tu agis sur tous ces leviers, il y aura des moments de l'année où tu seras plus fatigué et ça, c'est normal, c'est physiologique, c'est lié au système. Et donc ça, c'est la fatigue conjoncturelle dont on va parler maintenant. Il y a des moments de l'année, c'est comme ça, tout le monde est fatigué. Les moments clés où vraiment la fatigue est présente partout,
c'est la semaine d'avant les vacances de Toussaint. Parce qu'on a lancé la classe. C'est fatigant de lancer une dynamique de classe. Et donc, on a tout donné pendant les 6 premières semaines. La 7e, on a plus de mal. La semaine de l'année où on est tous le plus fatigués, c'est la semaine d'avant les vacances de Noël. Entre les virus de l'hiver qui font que on n'a pas forcément en bonne santé, les enfants ramènent des virus à la maison, etc. Les élèves nous ramènent des virus. Le fait que le soleil se couche plus tôt, et ça joue énormément à la fois sur notre niveau d'énergie et aussi sur notre morale. Et le fait qu'on a la fatigue cumulée d'avoir lancé les élèves depuis le début de l'année, tout ça fait que la semaine d'avant Noël, c'est souvent un bon point bas au niveau d'énergie. C'est une semaine où on est très fatigué. Si tu continues l'année, de façon un peu moins marquée, on est souvent fatigué la semaine d'avant les vacances. Pourquoi? Parce qu'on voit l'arrivée et du coup on se dit c'est bientôt les vacances et ça a tendance à fatiguer. Et ça, on le sait que ces moments de fatigue vont arriver. On le sait dès août, puisque c'est comme ça tous les ans. Donc quand tu fais ta progression, quand tu organises ton travail sur l'année, prévois ces moments-là comme des moments où toi tu vas être fatigué et où tes élèves vont être fatigués. Ça sert à rien de prévoir des grosses évaluations pendant les 15 derniers jours de décembre. Tes élèves, ils sont pas là, ils sont pareil que toi, entre les virus et le soleil qui se couche tôt. Donc, prévois en fonction des bas et aussi en fonction des pics. Les pics d'énergie sur l'année, c'est bien évidemment septembre. L'énergie est haute tout le mois de septembre. En novembre aussi, on a une bonne énergie puisqu'on rentre de les vacances de Toussaint et pendant 3-4 semaines, on n'est pas encore trop fatigué. Et sinon, l'énergie la plus haute de janvier à avril. Janvier-avril, c'est vraiment le moment de l'année où ta classe est lancée et où le système est là et où tu vas pouvoir abattre beaucoup de travail avec les élèves. Donc, prévois ces moments d'énergie basse et à ces moments-là, ralentis le rythme. Ne prévois pas trop de choses. Tes élèves sont fatigués, de toute façon, ils ne sont pas capables d'apprendre de façon efficace. Donc, on va profiter de ces moments non pas pour introduire des nouvelles notions qu'il faut comprendre, mais au contraire pour réviser. Ça peut être via des jeux de révision ou toute autre activité qui ne demande pas trop de travail de préparation, puisque toi aussi tu es fatigué. Donc tu ne peux pas passer trop d'énergie à préparer. C'est ce qu'on fait avec les profs heureux, qui sont les enseignants que j'accompagne, et je vais te donner des exemples qui sont issus de leur pratique. Ça peut être par exemple en collège, en physique, donner une seringue aux élèves et dire trouvez-moi 3 façons de me montrer qu'il y a de l'air dans cette seringue. Ça ne demande pas de préparation, ça implique les élèves. Et du coup, c'est une activité qu'on peut faire quand l'énergie est basse. Autre exemple tiré d'une pratique en français, lire une nouvelle aux élèves, donc pas les faire lire, mais leur lire une histoire, et ensuite leur demander de trouver des preuves qui montrent que cette nouvelle est une nouvelle fantastique. Ça fait réviser le cours sur le fantastique, ça implique les élèves et ça ne demande pas beaucoup de préparation. Regarde, ça y est, elle est prête, choisis n'importe quelle nouvelle, ton activité est prête. Si jamais tu es en classe adaptative, tu peux complètement prévoir un moment de pause dans ta progression diversifiée expansée. Tu prends ton tableau Excel, tu décales tout sur la droite, ça y est, tu as une semaine de pause. L'énergie est trop basse. Pour toi, pour tes élèves, on se pose. Quelque chose qui peut aider aussi dans les moments où on a peu d'énergie comme ça, c'est de faire une liste des choses à plus tard. C'est pas parce qu'on n'a pas d'énergie qu'on n'a pas d'envie ou qu'on n'a pas des idées. Fais-toi une liste de toutes les choses que tu auras envie de faire plus tard, quand l'énergie sera remontée. Rappelle-toi, janvier, avril, septembre, l'été, etc. Là, c'est juste le moment où tu vas l'écrire sur ta liste des choses à faire quand j'aurai de l'énergie. Ça t'évitera de te lancer dans des préparations de calendrier de l'Avent ou de jeux de Noël qui sont très très chronophages et qui au final te prennent de l'énergie qui est très précieuse en ce moment. Dernière chose, quand on est dans un creux comme ça d'énergie, quand on est fatigué, il est important d'arrêter de pédaler dans la semoule. Pédaler dans la semoule, c'est ce cercle vicieux dont je parlais au début. Comme on est fatigué, on fait les choses moins efficacement, voire on fait des erreurs. Du coup, ça nous demande plus de temps de faire la même chose. Du coup, ça nous fatigue plus, etc., etc. Pour arrêter de pédaler dans la semoule, il n'y a pas de secret. Il faut être plus efficace. Et pour être plus efficace, il faut être plus reposé. C'est un peu une histoire de serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que je suis en train de construire une formation qui s'appelle Prof Efficace, qui aide les enseignants justement à sortir de ce cercle vicieux. Alors, je te laisse regarder en description. Il y a un autre lien vers la formation Prof Efficace. Tu peux aller regarder et voir ce que je te propose en lien avec cette formation. L'autre solution, c'est d'aller regarder cette vidéo. Dedans, je vais te donner les 5 pratiques les plus épuisantes pour les enseignants. Eh bien, une bonne façon d'arrêter de se fatiguer, c'est d'arrêter 1, 2, 3, voire 5 de ces pratiques épuisantes.